Les Totally Spies donc débarquent, je le disais, en animé comics. En plus, c'est parfaitement d'actualité puisque là, je l'ai vu, j'ai vu que c'était en tendance toute la journée parce qu'il y a la nouvelle saison, la saison 7 qui a démarré aujourd'hui, là, ce matin, sur Gulli. Donc j'ai pas pu voir moi l'épisode, mais c'est vrai que moi, Totally Spies, j'avais envie d'en parler ce soir parce que c'est vraiment un des dessins animés de mon enfance. Je me revois très bien en train de petit déjeuner devant les Totally Spies. Vraiment, c'était un des dessins animés que je préférais quand j'étais petit, que je regardais sur TF1 évidemment, dans l'émission T'es fou. Pour les personnes de ma génération, ça va forcément vous évoquer quelque chose. Et donc, quand j'ai vu que les Totally Spies débarquaient en animé comics, bah, bien sûr, ça m'a interpellé, ça m'a intéressé. Et donc, je me suis replongé dans l'univers de Clover, Alex et Sam. Et c'était génial. Franchement, je suis mais retombé en enfance. Ce qui est génial, c'est que là, du coup, ça reprend en fait les épisodes de la saison 6, donc qui a été diffusé relativement récemment. Et moi, ça faisait longtemps que j'avais pas vu les Totally Spies. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là, du coup, ils ont vachement intégré les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, etc. Toutes ces choses-là qui n'existaient pas à l'époque où nous, on regardait la série sur TF1. Donc, c'est assez marrant de voir comment ils ont réussi comme ça à se mettre à jour et à vraiment rester dans ces tendances-là euh, de, euh, des habitudes, on va dire, des personnes qui suivent. Sur le chat, qu'est-ce que vous dites? Ah, Totally Spies, pareil. Ah mais oui, le petit dash devant ça. Ça fait plusieurs jours que Totally Spies est tendance sur les réseaux. Tout le monde parle de son enfance. Je me sens vieille vu que c'est pas ma génération. On n'est pas vieille, on est vintage. La saison 6 qui est sortie il y a plus de 10 ans. Ah, c'est vrai, c'était il y a 10 ans. Ok. Ben, c'est marrant parce qu'il y a vraiment des thématiques qui paraissent hyper actuelles. Il y a une d'émission où vraiment c'est vraiment tourné autour d'un réseau social créé par Mandy. Mandy qui est l'antagoniste un petit peu de Totally Spies. Donc c'est vraiment génial. On a toujours été tendance avant que Totally Spies soit trendy sur les réseaux sociaux. Mais voilà, c'est génial de voir tout cet engouement et donc j'imagine aussi que la sortie de cet animé comics est lié au fait qu'il y ait cette saison 7 qui sorte et donc visiblement il n'y avait pas eu de nouvelle saison depuis un bail, donc je comprends mieux l'impatience des gens sur les réseaux. Et donc voilà, c'est génial, on a plus de 200 ou plus même, plus de 330 pages pour cet animé comics. Donc c'est un très beau cadeau à se faire à soi-même. C'est un beau cadeau aussi. Je réfléchis encore à est-ce que je le garde ou est-ce que je l'offre ou est-ce que j'en achète un autre pour l'offrir notamment à ma nièce. Parce qu'elle a exactement l'âge que j'avais moi quand je regardais les Totally Spies. Donc je me dis que ça pourrait être une chouette transmission, on peut dire, d'une génération à une autre. Mais en tout cas, voilà, j'ai adoré replonger dans les aventures des Spies. Et cet animé comics est vraiment super bien fait. Et en fait, du coup, le travail qui a été fait, c'est donc de la capture d'écran des épisodes, en fait, de l'animé. Et ensuite, donc, les dialogues ont été rajoutés et le travail est vraiment super bien fait. C'est pour ça que je trouve qu'on se rapproche vachement d'un webtoon papier, puisqu'on a vraiment ces cases assez typiques d'un webtoon papier. Et donc, c'est ce qui fait que c'est hyper agréable à lire, tout en couleur, avec des missions toujours aussi intéressantes, des gadgets toujours aussi fous donné par Jerry du Whoop. Enfin voilà, il y a tous les ingrédients que j'ai connus en étant enfant, donc enfin, ça m'a vraiment replongé dans mon enfance et c'était absolument génial. Donc voilà, ça sera en 5 tomes pour la saison 6. J'imagine que la saison 7, si en tout cas l'animé comics fonctionne bien, sera également un animé comics. Donc je peux que vous recommander pour vous ou pour offrir le tome 1 de Totally Spies. Je crois que le tome 2 pardon, est sorti tout récemment ou va bientôt sortir.
et je serai au rendez-vous, voilà. Maintenant que j'ai replongé dans la folie Totally Spies, je peux plus en ressortir. Le Mandy Book marrant car en effet, il me semble que Insta est né la même année que la saison 6, mais c'est incroyable, franchement, quand j'ai lu cet épisode-là, cette mission-là, je me suis dit, mais c'est tellement actuel, j'ai trouvé ça vraiment génial. Voilà pour les Totally Spies. On va passer à un tout autre univers qui n'est pas 100% Boys Love, mais vous allez voir, il y a quand même un petit lien. Il s'agit de Twisted Wonderland, la maison Ursula donc le tome 1 qui est sorti dans une édition collector que j'ai eu la chance d'avoir puisque j'ai été invité à l'après-midi de lancement, au goûter de lancement de Twisted Wonderland, où du coup on a vraiment eu cette ambiance qui correspond exactement à la série, un goûter, un espèce d'afternoon tea qui va très très bien avec l'univers. Donc ce qu'il faut savoir avec Twisted Wonderland, c'est que c'est à la base un jeu mobile. Alors malheureusement, pour les utilisateurs d'iOS comme moi, il n'est pas possible de jouer au jeu même en anglais, même en japonais, hein. Le jeu n'est pas du tout disponible depuis la France en tout cas, si vous êtes utilisateur iOS. Par contre, si vous êtes utilisatrice Android, de ce que j'ai compris, mais je ne l'ai pas testé moi-même, visiblement, on peut accéder à la version anglaise du jeu. Et donc le jeu, il a été imaginé, enfin l'univers du jeu a été imaginé par Yana Toboso. Yana Toboso qui est évidemment la créatrice de Black Butler. Donc c'est pour ça que je disais, voilà, c'est pas 100% Boys Love, mais il y a ce lien avec la mangaka Yana Toboso qui fait que on a quand même des codes très très Boys Love-esque, on va dire. Et ce qui est assez rigolo par rapport à ce lien avec Yana Toboso et Black Butler, c'est que si vous regardez l'arc de l'animé actuellement diffusé sur Crunchyroll, ça ressemble beaucoup à Twisted Wonderland. Parce que dans Twisted Wonderland, comme dans l'arc actuel de l'animé Black Butler, on va être sur une académie avec des dortoirs et des chefs de dortoir. Et donc du coup, j'ai trouvé ça assez marrant. Moi, je suis pas à jour sur le manga Black Butler, donc je connaissais pas du tout cet arc-là avec cette académie et donc ces dortoirs, ces chefs de dortoir. Et là, Twisted Wonderland, on est exactement là-dessus. On va être sur une académie de magie où en fait, il y a des dortoirs qui correspondent aux grands vilains, on va dire, de Disney. Et donc là, avec Twisted Wonderland, la maison Ursula Buell, on va être plus précisément axé sur ce qui se passe dans la maison donc Ursula Buell qui correspond à la reine de cœur donc qu'on croise dans Alice au pays des merveilles. Et donc on va être vraiment dans cet univers-là d'Alice au pays des merveilles dans le manga. Donc dans le manga, on va suivre c'est une sorte d'isekai quelque part, puisqu'on a donc un humain dans le monde des humains qui va être un peu enlevé dans une calèche, une espèce de calèche, et il va se retrouver donc dans cette académie, et il va être attribué, donc il y a une cérémonie pour savoir dans quel dortoir on va être, et donc lui, il va être rattaché à la maison Ursula Buell. Mais sauf que lui, c'est un humain et qui n'a pas de magie. Donc, bah, il sait pas ce qu'il fait là, en fait, voilà. Il a atterri dans ce monde auquel il n'appartient pas. Je vais vous le montrer, le héros. Comment s'appelle-t-il? Déjà, je suis nul avec les noms. C'est Yuken Enma. Voilà, c'est lui. Donc, lui dans le monde des humains, hein. Donc, on le voit là en mode kendo. Et donc, ensuite, il va. Voilà, la fameuse calèche. Donc là, on n'est pas sur Truck-kun qui agit habituellement dans les isekai. Là, on est sur Kalesh-kun. Et donc, avec cette calèche, il va se retrouver donc dans cette académie de magie dans laquelle donc les dortoirs sont régis. Est-ce que il me semble qu'au tout début
sont présentées justement les différentes, voilà. Donc là, on a les différentes maisons de l'académie. On a la maison Ursula Buell qui est donc liée à la Reine de Cœur. On a Savannah Claw qui est liée au Roi Lion et donc à Scar. On a Diasomnia, et j'ai un trou de mémoire sur à quel méchant ça correspond. Enfin voilà, on a différentes maisons comme ça qui correspondent à différents méchants. Moi, il y en a une qui m'intéresse parce que j'adore Hercule. Donc le Disney Hercule. Et donc il y a une des maisons qui est liée à Hadès. À un moment, on voit les statues qui sont dans la cour. Voilà. Donc voilà, tous les méchants Disney qui donc ont un dortoir à leur effigie, à leur univers chacun. Donc voilà, on a Scar, on a Ursula de la petite sirène, on a Jafar, on a Hadès, on a Maléfique, on a la Reine de Cœur, voilà, on a différents méchants comme ça. Donc nous, on suit plus précisément Ursula Buell avec des personnages au caractère voilà assez excusez-moi assez particulier quand même, hein. On a notamment le chef du dortoir de la maison qui est quand même assez arrogant, voilà, on le découvre à la fin du tome. Je vous montre pas trop pour pas vous spoiler, mais en tout cas, du coup, j'ai adoré. Je veux dire, c'est un univers créé par Yana Toboso qui a créé Black Butler et on retrouve exactement tous les ingrédients qui font le succès de Black Butler. D'autant plus, comme je le disais en ce moment, avec l'arc de l'académie où il y a également des dortoirs, des chefs de dortoir. On retrouve totalement cette ambiance-là assez gothique, avec plein de beaux gosses, etc. Enfin voilà, on est vraiment dans cette ambiance-là. Ça fonctionne extrêmement bien. Et donc le tome 1 était en édition collector. Et dans l'édition collector, il y a un artbook avec des dessins de Yana Toboso parce que ici, les dessins ne sont pas de Yana Toboso. Donc l'univers du jeu mobile a été créé par Yana Toboso, les personnages ont été créés par Yana Toboso, mais c'est pas elle qui dessine le manga. J'imagine qu'elle a d'autres chats à fouetter. Mais l'artbook, lui, par contre, c'est vraiment des designs, c'est vraiment des dessins en fait de Yana Toboso. Et donc là, on voit par exemple le chef du dortoir Ursula Buell. Et on voit les différents personnages, des illustrations absolument superbes évidemment, puisqu'elles sont signées Yana Toboso. Bon, ben là, on est sur, de la promotion, du spam. Mais sinon, qu'est-ce que vous avez dit en commentaire? Il y a... Tchouk. Et Léonie, oui, voilà, quand je disais que c'était pas totalement Boys Love, mais qu'il pouvait y avoir des liens, et Léonie disait pas Boys Love, mais 100% Boys. Donc effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais l'académie, donc il n'y a que effectivement des personnages masculins. Il est cool celui-ci, j'ai le deuxième tome, mais je ne l'ai pas encore lu, donc c'est vrai que le deuxième tome vient de sortir, il y a des stickers magnifiques avec effet miroir qui sont offerts en librairie, si je dis pas de bêtises, et j'aimerais trop les avoir, mais voilà. On va voir ça. Je l'ai lu car j'adore la mangaka de Black Butler qui est à l'œuvre ici. Et franchement, c'était sympa. Hâte de voir la suite. Coucou la mafia du yaoi qui nous a rejoint sur le chat. Trop bien. Surtout qu'on va parler de Nao Studio Publishing et de Love Shuttle tout à l'heure. Il est sympa honnêtement. J'ai tous les tomes actuellement et Black Butler reste un de mes mangas préférés. Par contre, je ne sais pas quand l'arc en format papier est sorti. L'arc de l'académie, du coup, dont je parlais tout à l'heure. Ça donne envie. Et puis on reste dans le domaine du BL, parce que j'ai l'impression que tous les mecs de cette académie sont shippables. Tu as tout compris, Luc. C'est exactement ça. On est
vraiment sur un univers où il est effectivement très facile de shipper les différents élèves. Bonsoir tout le monde, les dessins sont magnifiques. Bonsoir à toi, Miss Okusai, et bienvenue puisque c'est la première fois que tu es avec nous. Je peux pas modérer directement, bon c'est pas grave. Bonsoir à Yamten, pour qui c'est la première fois également. Et Léonie qui dit voilà, c'est pas du BL, mais l'univers est un paradis pour les Fujoshi et Fudanshi. La Mafia Vidéo qui disait que ça donnait envie. Il a l'air vraiment bien, mais trop de bonnes lectures à commencer avant. Alors, il me semble que le manga Earth's Labule, il est en 4 tomes, et qu'ensuite il y avait d'autres maisons en fait, d'autres mangas avec d'autres maisons. Je crois qu'il y a Savannah Claw notamment avec Scar du Roi Lion, qui a une autre série manga à elle. Alors pour l'instant, Nobinobi ne s'est pas engagé à le publier. Ils ont dit que évidemment ça dépendrait de l'accueil qui était fait à l'arc Earth's Labule. Mais vu les chiffres de Manga Collect, j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on est plutôt pas mal parti et que on devrait avoir au Savannah Claw et peut-être d'autres mangas de cet univers. Donc franchement, c'est un énorme carton, hein. Je crois qu'il y a plus de 3000 ajouts sur Manga Collect, ce qui veut dire potentiellement 3, 4, 5 fois plus de ventes réelles. Donc c'est énorme. On est potentiellement à plus de 10 000 exemplaires vendus. Donc pour un manga, c'est vraiment, vraiment énorme. Donc voilà. Si vous voulez faire partie de ce mouvement, à vous donner les chances, nous donner les chances en France d'avoir les autres séries manga de cet univers, eh bien il faut déjà commencer par acheter Earth's Labule. Je vais reboire un petit peu, désolé, hein. Bah ouais, ce serait super cool, Jenny, d'avoir effectivement les autres mangas sur les autres maisons. On a, je pense, toutes et tous notre méchant Disney favori, donc on trouvera facilement notre compte. On va passer à la suite. Et la suite, cette fois-ci, c'est du 100% Boys Love. Il n'y a pas de doute là-dessus. On va parler du mari du Yakuza. C'était la nouveauté de Taifu de mars. Il s'agit d'un manga Omegaverse de Kuroi Yodaka, qui est l'autrice notamment de Witch and Cat, qui est sortie chez Anna. Mais qui, et donc là cette fois par contre son autre œuvre, donc Le Mari du Yakuza, cette fois-ci il est sorti chez Taifu Comics, et c'est un Omegaverse, ce qui n'était pas le cas de Witch and Cat, qui était simplement un boys love de type fantastique. Donc Le Mari du Yakuza, donc je l'ai dit, c'est un Omegaverse, et ça a son importance dans le récit, puisque donc le Yakuza, c'est celui qu'on voit sur la couverture, et en fait c'est l'héritier d'un clan de Yakuza. Donc théoriquement, en fait, dans n'importe quel autre monde que l'Omegaverse, il devrait logiquement prendre la suite et devenir le chef de son clan de Yakuza. Sauf que là, le problème, c'est que lui, il est Omega. Donc Omega, pour rappeler pour les personnes qui ne seraient pas familières avec l'Omegaverse, Omega, c'est globalement dans cet univers Omegaverse, les personnes qui sont vraiment en bas de la société, qui sont vraiment très maltraitées parce qu'ils ont des chaleurs et que ça les rend très vulnérables vis-à-vis des alphas. Et donc pour cette raison-là principalement, ils sont vraiment traités comme des moins que rien. Et les alphas à l'inverse, ce sont des personnes généralement charismatiques, intelligentes, belles, enfin voilà, ils ont a priori toutes les caractéristiques qui font que tout le monde a envie de les soutenir et de les mettre en haut de la société en fait. Donc problème pour lui, il est Oméga, il ne peut pas devenir chef de clan Yakuza, seuls les alphas peuvent devenir chef de clan Yakuza. Donc son seul moyen en fait pour régler ce problème-là,
c'est de se marier à un alpha. Et donc, on va lui organiser des rendez-vous arrangés avec des alphas, soit d'autres clans, enfin voilà. En tout cas, d'autres Yakuza alpha, ce qui lui ne lui convient pas du tout. Du coup, il met vraiment de la mauvaise volonté, mais volontairement, pour signifier qu'il n'est pas d'accord avec cette règle totalement, qu'il juge totalement archaïque et à raison. Et donc voilà, il va vraiment protester de cette manière-là en faisant capoter à chaque fois tous les rendez-vous qu'il peut avoir avec tous les rendez-vous arrangés qu'il peut avoir avec des alphas. Le seul qu'il accepterait éventuellement d'épouser, c'est son camarade de toujours ici, mais lui, il est bêta. Et ça marche pas non plus. Il faut vraiment être alpha pour du coup avoir cette possibilité d'être au top du clan de Yakuza. Euh, donc il y a une attirance entre les deux, mais a priori ça peut pas se faire parce que lui il est bêta. Donc comment se sortir de ce problème? Eh bien vous allez le découvrir en lisant Le Mari du Yakuza. Si je vous donne la solution, je vous spoil tout. Parce qu'il y a vraiment un élément déclencheur, un twist qui va totalement changer le cours de cette histoire que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais déjà beaucoup aimé Witch and Cat, qui donc est sorti chez Anna, qui était vraiment un super one-shot fantastique, avec vraiment beaucoup d'action. Il se passait vraiment beaucoup de choses dans Witch and Cat. C'était très beau en plus, des très beaux dessins. Et là, ben, j'ai à nouveau été séduit par l'œuvre de cette même autrice dans cet univers Omegaverse. Donc voilà, même en fait, même si vous aimez pas l'Omegaverse ou si vous lisez assez peu d'Omegaverse à la base, je vous encourage vraiment à vous intéresser au Mari du Yakuza parce que pour le coup, c'est un Omegaverse et c'est important que ce soit un Omegaverse en fait. Le récit n'existe pas si on n'est pas dans un récit Omegaverse et donc ça c'est vraiment super bien. Et je lisais d'ailleurs plus haut quelqu'un qui disait voilà, très bon Omegaverse qui vient apporter un petit peu d'originalité. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Jenny qui dit il est cool celui-ci, je l'ai adoré. La fille du yaoi qui dit perso j'ai adoré aussi. On est en train de rédiger une nouvelle critique prostatique sur cette œuvre impeccable. Il faut parler de cette œuvre. Je n'ai pas encore, mais c'est wishlist direct, yes. Et hydratation Nico, comme je l'expliquais en tout début de stream, j'ai dû annuler mon stream initialement prévu mardi soir parce que j'étais malade. Et malheureusement, je suis encore un petit peu malade, ce qui fait que c'est plus difficile pour moi de forcer sur ma voix. Et malheureusement, je le fais un peu naturellement et ça me pique la gorge. Et voilà. Donc, le mari du Yakuza, vraiment pour moi, c'est la belle surprise de chez Taifu du mois de mars. J'étais très curieux de savoir si j'allais apprécier l'œuvre de l'autrice que j'avais déjà aimée avec Witch and Cat, et ça a été le cas, donc j'en suis vraiment ravi. Je précise que le manga est assez court. Je crois qu'il fait même pas 160, si, 160 pages justement. Donc il fait 160 pages. Donc voilà, il est assez fin. Mais alors je trouve que ça se ressent pas du tout à la lecture. Donc si ça peut vous rassurer par rapport à ça, si vous voyez quand vous voulez l'acheter que il est assez fin, ne prenez pas peur. Vraiment, on n'est pas du tout, on reste pas du tout sur notre fin à la fin du récit. On voudrait même potentiellement un second tome pour encore les retrouver, mais en tout cas on reste pas sur notre fin. Petite pause hydratation, parce que comme le dit les mafias du yaoi, c'est important de prendre soin de soi. Petite pause hydratation qui va nous permettre de passer aux deux webtoons papier dont j'ai envie de vous parler ce soir. Et on va démarrer avec KBL, qui a sorti donc au mois de mars, alors que c'était prévu initialement en janvier.
le fameux Love is an Illusion. Et on reste dans l'Omegaverse, on va beaucoup parler d'Omegaverse décidément ce soir, puisque le titre d'après en est un également. Donc Love is an Illusion, le tome 1, qui est donc enfin sorti chez KBL pour notre plus grand plaisir. Il faut savoir que c'est un des webtoons Omegaverse les plus connus, hein, même potentiellement le plus connu, parce que il a quand même une certaine ancienneté, donc peut-être que voilà, il a une popularité un petit peu plus grande que d'autres Omegaverse. Donc le tome 1 de Love is an Illusion qui est sorti chez KBL, ce qui veut dire qui dit sortie d'un top 1 chez KBL, dit petit poster. Et là, en termes de poster, on est vraiment pas mal du tout. Regardez ça. Voilà. Je le montre pas trop longtemps parce que Twitch pourrait estimer qu'il est trop dénudé. Mais c'est quand même très très sympa. On avait aussi en librairie un magnète qui était offert. Voilà. J'hésite depuis des semaines à le lire, nous dit Elora. Peut-être que le poster t'aura convaincu. On ne sait pas. Bonjour monsieur, nous dit Sephista. Wow, nous dit Luc. Et oh, nous dit Jenny. Ouais, non, vraiment, ils ont fait fort sur sur le poster. Et il faut faire attention à ce que je vous montre. J'adore cette œuvre, mais déçu du magnète. Ah bon, pourquoi? Par rapport à quoi? Par rapport au fait que les personnages soient pas en couleur, peut-être. Bon, moi ça m'a pas trop dérangé. En plus, pour le coup, c'était assez sympa puisque c'était un magnète qui était offert gratuitement. La qualité est bof. Ah bon? Ah pourtant, je le trouve plutôt solide quand même. Donc je disais, oui, le magnète était offert en librairie. Donc c'était pas forcément une édition collector, donc c'était pas plus cher d'avoir le magnète. Donc c'est quand même assez cool. Pareil pour le poster, il est inclus dans le tome, donc voilà. Sucro qui dit, il est joli le magnète, mais on est d'accord. Aïe aïe aïe, les amis d'Alexandrine et Ina Guinevere qui n'ont pas eu malheureusement le magnète. Et oui, c'était du coup offert en librairie, mais il fallait que la librairie participe à l'opération. Voilà. Mais effectivement, comme voilà, Alexandrine fait référence du coup à la campagne de crowdfunding de Webtoon Actu, où en fait on a eu la chance d'avoir 30 magnettes Love is an Illusion à offrir dans le pack Ultra Collector du crowdfunding de Webtoon Actu. Je l'ai acheté et lu, ça faisait longtemps que je voulais le lire. Trop contente qu'il soit sorti en livre. On est d'accord. Et Sweetie Manga, je vais répondre à ta question dans vraiment pas longtemps. Donc, Love is an Illusion, c'est donc un Omegaverse. Et là aussi, je trouve qu'il joue plutôt bien avec les règles, on va dire, de l'Omegaverse. Puisque donc, on a ce personnage-là. Vraiment, je suis nul avec les noms parce que je connais très bien Love is an Illusion, mais voilà, j'ai pas retenu. Yesung. Donc Yesung qui est persuadé d'être un alpha. En même temps, il a toutes les raisons d'être persuadé puisqu'il a fait un test. On teste les enfants, adolescents, en tout cas quand ils sont à un âge où leur second genre se manifeste. Et Yesung, lui, quand il a fait le test, on lui a dit bah, vous êtes un alpha. Ce qui a un peu surpris tout le monde, puisqu'il n'a pas vraiment des caractéristiques, on va dire, typiques d'un alpha. Il est plutôt petit, il est plutôt mince. Voilà, ça correspondait pas trop. Donc, il y avait quand même un doute dans son entourage, mais lui, par contre, il n'a jamais douté. Il a toujours été persuadé d'être un alpha jusqu'au jour où donc il va croiser Dojin, qui lui est un alpha, et donc c'est à sa rencontre que ces phéromones d'Oméga vont se manifester, et que du coup ils vont en fait tous les deux coucher ensemble, parce qu'ils vont être attirés irrémédiablement l'un par l'autre du fait de leurs phéromones. Donc moi j'ai adoré Love is an Illusion. J'avais lu une dizaine de chapitres je crois en ligne. J'avais pas continué par manque de temps honnêtement, c'était pas forcément
par manque d'intérêt, mais plutôt par manque de temps. Et donc là, je suis très content de pouvoir rattraper et me remettre dans cette série que j'aime vraiment beaucoup, qui est très très basée sur l'humour et le sexy. On a voilà, des scènes assez chaudes hein, à l'intérieur. C'est pour ça que je peux pas trop vous montrer l'intérieur, mais parce qu'il y a quand même beaucoup de scènes assez sexy. Et par ailleurs, du coup, je le disais, beaucoup d'humour. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne supportent pas trop le personnage de Ye-sung. Et moi, en fait, son côté un peu insupportable à ne pas vouloir accepter sa nature d'oméga, etc. Mais en fait, ça me fait plutôt rire. Donc voilà. Effectivement, c'est censuré à l'intérieur. Donc on est sur des sabres laser ici. Alors, à ma connaissance, je sais qu'il y a une version anglophone qui existe de Love is an Illusion en version papier. La version anglophone est également censurée, donc ça, je pense malheureusement que voilà, il n'y avait pas de possibilité que ce soit décensuré, malheureusement. Sinon, KBL l'aurait fait, puisqu'on sait qu'il y a notamment Dangerous Convenience Store qui est décensuré. Il y a a priori Rose et Champagne avec le tome 3 qui devrait également être en version décensurée. Donc quand ils le peuvent, ils décensurent, mais c'est pas toujours possible. Et donc effectivement la particularité de Love is an Illusion, c'est que en fait la plupart des pages sont en noir et blanc. Donc ça a beau être excusez-moi, c'est pas très élégant. Mais donc la plupart des pages sont en noir et blanc. Il y a parfois en début de chapitre des pages couleurs. Est-ce que je vais pouvoir vous donner des exemples? Ça arrive pas dans les premiers chapitres, mais ça arrive un peu plus tard. Et en fait, ce sont... Ah oui, bon. Là, c'est des pages couleurs, mais que je peux pas trop vous montrer. Ouais, non, je peux pas trop vous les montrer. Je peux vous montrer... Hop, ce côté de page, voilà, qui est en couleur, pour vous prouver qu'il y a des pages en couleur. Euh, mais effectivement, la plupart des chapitres, en fait, sont en noir et blanc. En fait, le souci, c'est que le prix est le même qu'un tome couleur. Pourquoi? Parce que, en fait, quand il y a une œuvre qu'on doit imprimer à la fois en couleur et en noir et blanc, ben en fait, c'est que vous n'avez pas la possibilité de dire ah, je voudrais que la page 304 elle soit en couleur, mais par contre toutes les autres pages elles sont en noir et blanc. Non, c'est soit vous faites un tome 100% noir et blanc, soit vous faites un tome 100% couleur. Donc en fait, les pages noir et blanc, elles ont beau être en noir et blanc, c'est quand même considéré comme de la couleur. Et donc ça veut dire que vous payez de l'impression en couleur qui est beaucoup plus cher que du noir et blanc en fait. Donc c'est ce qui fait qu'il est au même prix. Et pareil sur le prix, ne soyez pas étonnés. En fait, il est très très épais hein, comme tome. C'est ce qui explique son prix de 21,95 €, je crois. Enfin bon, autour de 22 euros, un peu moins de 22 euros. Donc c'est plus cher que les tomes à 14,90 €, 95 de Dangerous Convenience Store, Rose et Champagne, etc. Il fait 400... c'est ça, il fait à peu près 400 pages, hein. Donc en fait, c'est à peu près 1,5 fois, on va dire, un tome classique. Donc en fait, moi j'ai fait le calcul au prix par page. Et en fait, généralement, ça revient moins cher au prix par page. Ce qui veut dire qu'au final, quand on aura fini tous les tomes de ces séries qui sont à 22 euros au lieu de 15 euros, mais en fait, ça va nous faire moins cher. Donc c'est le cas par exemple avec un assistant de rêve qui devrait pas avoir plus de 4 tomes si je me trompe pas, 3-4 tomes a priori. S'il avait été fait avec un nombre de chapitres, un nombre de pages comme Dangerous Convenience Store ou comme Rose et Champagne, il aurait probablement fait 6, 7, voire 8 tomes à 15 euros. Et donc en fait, quand on fait les calculs, en fait, cette méthode-là d'avoir des tomes plus épais mais moins de tomes, quand on regarde au global, évidemment, par tome, bah, on a l'impression de payer plus, mais en réalité, sur la totalité de la série, on va faire des économies. Donc voilà.
Et effectivement, Sign, c'est aussi ça. C'est aussi effectivement un tome à 22 euros, un peu moins de 22 euros, parce qu'il fait plus de 400 pages. Donc, et au prix par page, ça revient moins cher en fait d'avoir des tomes plus épais. Donc, c'est le choix qu'a fait KBL, tout simplement en fait pour que on puisse finir une série plus rapidement. Ce qui permet d'avoir. Parce qu'en fait, si vous étalez une série, bah, ça fait que vous ne pouvez pas proposer beaucoup de tomes tous les mois. En gros, KBL, il propose une nouveauté et une suite par mois, tous les mois. À peu près, hein, il y a des mois où il n'y a pas eu de nouveauté, du coup il y a eu 2 suites qui sont sorties. Mais en gros, c'est 2 publications par mois, justement pour pas trop exploser le budget des gens. Et donc si vous faites plus de tomes, bah, ça veut dire que vous avez plus de tomes à sortir au global. Et donc ça fait que votre planning, vous ne pouvez pas publier beaucoup de nouveautés. Voilà, vous faites beaucoup de suites en fait. Alors effectivement, ça n'a pas que des avantages. Je suis d'accord avec vous sur le chat, c'est vrai que ça fait des tomes assez pavés, quoi, assez lourds. Donc c'est vrai que c'est le petit inconvénient. Mais au global, ça revient moins cher et ça permet de finir la série plus vite. Donc je trouve ça pas idiot. J'ai été impressionné par la taille des tomes d'un assistant de rêve, mais je comprends l'intérêt planning. Costaud, ça fait les muscles, le parpaing. Exactement. Donc voilà, Love is in Illusion, c'est vraiment un classique du webtoon Omegaverse. Et si vous aimez tout ce qui est comédie, avec effectivement, je lisais sur le chat un petit peu plus tôt, un Oméga un peu rebelle finalement, du coup, qui se laisse pas faire, etc. Love is an Illusion est vraiment fait pour vous. L'autre particularité en plus du noir et blanc de Love is an Illusion, c'est qu'il y a 43 épisodes pour la série principale. Et là, on a déjà combien de chapitres dans ce tome 1? On va avoir 19 chapitres. Donc on va vite arriver à la fin de la série principale. Mais après, il y a plein de side stories. Et donc ça, je ne sais pas s'ils vont toutes les sortir en volume relié ou pas. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Ça passe crème, c'est drôle, c'est sexy, et il y a le plus beau, c'est Bioul. On est d'accord. Un petit coup d'eau avant de passer au tome suivant, qui sera à nouveau du webtoon et qui sera à nouveau au Megaverse. Mais oui, exactement, la mafia du yaoi. On va parler de tes petits bébés. On va parler de Love Shuttle. Love Shuttle, donc l'autre webtoon Omegaverse du mois de mars. C'est quand même assez rigolo. On n'a pas eu de webtoon Boys Love papier pendant des années. Et là, sur le même mois, on a deux des plus connus Omegaverse, Boys Love Omegaverse en webtoon qui sortent donc le même mois. Donc Love is an Illusion tout à l'heure chez KBL et cette fois-ci Love Shuttle chez Nao Studio Publishing. Nouvelle maison d'édition lancée par Noémie, donc, qui est également la présidente de la mafia du yaoi qui est sur le chat. Donc effectivement, précision importante et Laura, la particularité, étant donné qu'on est sur une nouvelle maison d'édition, qui donc n'a pas les moyens de KBL, hein, donc n'a pas les moyens d'être distribué en librairie, sur Amazon, etc. La particularité, c'est donc qu'il faut se rendre sur le site directement de l'éditeur pour pouvoir commander. Et d'ailleurs, le tome 2 est en précommande avec notamment une édition spéciale dans laquelle vous pouvez avoir marque-page, photocard et artboard. Et c'était également le cas pour ce tome 1. Alors moi, j'ai pas eu l'édition collector complète. J'ai eu la chance de recevoir gracieusement de la part de Nao Studio Publishing donc le tome 1 accompagné d'une photocard absolument magnifique, vraiment très réussi. On a donc un ex libris, artboard, appelez ça comme vous voulez, dédicacé par
l'autrice. Alors bien sûr, elle n'a pas dédicacé manuellement chaque artboard, hein, mais c'est bien sa signature qui est superbement mise en avant avec ce petit effet qu'on a dessus. Et donc, le tome 1, quand même, c'est un peu le principal, hein, le tome 1 de Love Shuttle. Et alors, je vais être totalement honnête avec vous. Moi, Love Shuttle, je ne connaissais pas quand ça a été annoncé. Donc je savais pas du tout ce que j'allais découvrir. Et moi, l'Omégaverse, c'est pas spécialement ce que je préfère. Enfin, en fait, c'est pas que j'aime ou que j'aime pas, c'est que c'est un peu du cas par cas. Il y en a que j'aime bien, il y en a que j'aime moins. Euh, et celui-ci, euh, voilà, le synopsis ne me faisait pas dire est-ce que je vais aimer ou est-ce que je vais pas aimer. Donc du coup, j'ai lu vraiment avec pas spécialement d'attente en particulier. Et j'ai été très très agréablement surpris de tourner les pages et de à la fin du tome me dire mais je veux la suite quoi. Vraiment, j'ai totalement accroché à cette Omegaverse qui alors, et dans une ambiance totalement différente de Love is an Illusion, on n'est pas vraiment sur de la comédie, on n'est pas sur du drame non plus, mais voilà, là où on a un ton quand même assez léger avec Love is an Illusion, Love Shuttle, même si on reste sur du webtoon plutôt érotique, avec de très belles scènes de sexe, etc., il y a quand même une ambiance très différente de Love is an Illusion, mais le point de départ est un peu similaire, puisqu'on va avoir donc un Oméga. L'Oméga, c'est Do-yoon. Encore un. Ah non, c'était Dojin, pardon. Dojin, Do-yoon, rien à voir. Bref, donc on a un Oméga. Alors lui, il sait qu'il est Oméga, mais en fait, il a plein de caractéristiques, lui, d'alpha. Donc c'est contrairement à notre Oméga de Love is an Illusion qui lui avait des caractéristiques très clairement d'Oméga mais qui pensait être un alpha. Lui il est Oméga, il le sait, mais en fait tout son entourage, à moins qu'il précise qu'il est Oméga, présume qu'il est alpha parce qu'il est grand, parce qu'il est musclé. Enfin, il a tout, voilà, toutes les caractéristiques physiques, on va dire, d'un alpha en fait. Mais c'est un oméga. Et donc, il a beau prendre des suppresseurs, etc. Il y a un moment où ces chaleurs vont se déclencher. Elles vont se déclencher en présence d'un de ses collègues de travail donc, qui s'appelle Terran. Et donc, bah, qui dit déclenchement de phéromones dit pas d'autre choix quelque part de coucher ensemble. Et donc j'avais lu, alors c'était à la marge, hein, mais des personnes sur les comptes de Neo Studio Publishing qui disaient oui, Love Shuttle, il y a du viol, gna 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 gna. Je suis désolé, c'est pas du tout du viol en fait ce qui se passe. Le premier rapport, effectivement, on pourrait dire en fait qu'il est pas totalement consenti, mais en fait des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a pas une personne qui va forcer l'autre à coucher ensemble, c'est que les deux, il y a leurs phéromones qui se déclenchent, et dans ces cas-là, ben en fait, c'est physique, ils doivent en fait se soulager. Et donc, quelque part, d'un accord commun, ils vont se dire, bah voilà, bah on est dans cet état-là, il va bien falloir qu'on fasse quelque chose, on peut pas aller retourner travailler dans cet état-là. Donc, donc dans ce cadre-là de l'Omégaverse, c'est pas du tout en fait dérangeant, c'est tout à fait normal entre guillemets dans cet univers que étant donné que ces phéromones-là se sont déclenchés au moment où il y avait cet alpha-là, bah, les deux couchent ensemble, ils sont pas la première fois ravis forcément de coucher ensemble parce que bah, ils se connaissent à peine, etc. Donc c'est quand même assez gênant. Heu, mais du coup, ils vont le faire et ça va, mine de rien, créer un lien, en fait, entre les 2 et plus tard, il va y avoir, d'autres ébats qui, eux, seront, beaucoup plus, joyeux, en fait et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qu'on aime, voir, qu'on aime lire dans Love Shuttle. Enfin, j'imagine, hein, puisque moi, j'ai lu que le premier tome. Du coup, on a dans le premier tome les, combien premiers chapitres? Les 12 premiers chapitres. Donc voilà, j'ai hâte de lire le tome 2 qui sort donc fin juin. Vous pouvez le précommander dès maintenant sur le site du coup de Nao Studio Publishing. La mafia du yaoi vous a donné le lien tout à l'heure.
Alors, qu'est-ce qui est dit sur le chat à propos de Love Shuttle? Il est tellement bien, c'est un coup de cœur, vivement le tome 2. Love Shuttle, j'étais tellement contente que tu le sortes, la mafia du yaoi, merci. Je pense vraiment me laisser tenter pour celui-ci, mais tu as tout à fait raison, et Laura, il faut vraiment. Jenny qui dit il est incroyable, Love Shuttle, c'est vraiment une merveille. Oh, mais c'est trop mignon, j'avais pas reçu les stands à l'époque, j'en mets un de côté, mais c'est adorable, merci beaucoup. Enfin, en tout cas, si tu me parles à moi. Sinon, c'est pas grave du tout, je suis déjà très content d'avoir pu avoir ce tome 1 avec la photocard et l'artboard. On a une ambiance très réaliste et contemporaine, pas typée romantique, ça change. Oui, contemporain et Doyoun, c'est un grumpy choubidou. Oui, voilà, on a vraiment cette relation où ils vont pas franchement être ravis de la situation, on va dire. La situation leur est un peu imposée, mais ils vont faire avec. Oui, et du grumpy réaliste, on comprend vraiment d'où ça vient. Par rapport à d'autres Oméga qui se rebellent, comme par exemple Love is an Illusion, ça fait moins posture et il y a vraiment une évolution. Ah oui, et poster exclusif offert si vous précommandez du coup le tome 2 de Love Shuttle, hein. Est-ce qu'on a une idée de combien de tomes il fera en tout? Saison 1 en 3 tomes. Excellent. Merci pour l'information. La mafia du yaoi. Je l'avais lu il y a longtemps et avait totalement oublié, une totale redécouverte, j'ai adoré. Et ben voilà, je pense que les avis sont unanimes, donc il manque plus que vous plongiez aussi dans l'univers de Love Shuttle. Et j'ajouterais que, en plus d'être un excellent titre, vraiment, je vous promets, j'ai été très agréablement surpris par Love Shuttle. Je dis pas ça du tout par rapport au fait que ça sorte chez Nao Studio Publishing. Si j'avais eu des réserves, je les aurais exprimées sans souci, vous me connaissez. Je suis très honnête sur mes avis, quel que soit le contexte. Et Love Shuttle, j'ai vraiment aimé. Enfin, j'ai vraiment aimé. Tout à l'heure, on parlait de censure ou pas. D'ailleurs, on n'a pas précisé quelque chose d'important, c'est que c'est décensuré et que ça a été décensuré par l'autrice spécifiquement pour l'édition française. Donc voilà, c'est quand même quelque chose à souligner. C'est la première sortie physique de Love Shuttle dans le monde. Voilà, ça se passe en France grâce à Nao Studio Publishing. Et donc oui, j'allais dire que en plus du coup d'acquérir une œuvre vraiment chouette avec Love Shuttle, vous soutenez une maison d'édition qui vient de se créer et qui du coup bah voilà a aussi besoin du soutien des lecteurs, des lectrices. Je pense que c'est important d'aller soutenir toutes les maisons d'édition, mais on va dire évidemment que les maisons d'édition indépendantes, elles peuvent potentiellement avoir plus de difficultés. Donc à choisir, si vraiment il y a un choix à faire, bah, c'est intéressant de s'intéresser à ça. Et effectivement, autre argument peut-être, je ne sais pas, Love Shuttle a été à Matignon. Voilà, Noémie du coup a été lauréate d'un concours qui récompensait les femmes entrepreneuses. Euh, et donc elle a pu amener le tome 1 de Love Shuttle là-bas. Donc c'était quand même assez exceptionnel. Et l'image a beaucoup fait sourire et a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Et je crois vraiment que la majorité des personnes ont partagé ça de manière positive, plutôt amusée. Et donc du coup c'est vraiment très chouette. Je vais remettre quelques collecteurs Love Shuttle tome 1 en vente, nous dit la mafia du yaoi, stock hyper limité. Mais écoutez, si vous n'avez pas encore pris le tome 1, je vous recommande vraiment l'édition collector. Je vous ai montré hein, la photocard, l'artboard dédicacé. Regardez-moi ça, c'est trop beau. D'ailleurs, j'ai vu sur Twitter, a adoré le petit effet qu'il y a sur sa signature, puisque ça y est, elle a reçu son exemplaire. Donc voilà, restez connectés, n'hésitez pas à suivre Nao Studio Publishing sur les réseaux, bien évidemment. Je me ferai le relais moi-même de ce restock très limité. Je vous en parlais en début d'émission, on va parler de Redeem, parce que Scarlett Berico, voilà, excusez-moi, le
premier webtoon de Scarlett Berrico. Scarlett Berrico qui voilà, est une mangaka culte aujourd'hui dans le Boys Love, qu'on a eu la chance de recevoir en France à la Icon en 2018. Voilà, ma déesse, nous dit la mafia du yaoi. Euh, donc là, c'est un événement, quoi. Après, alors, Scarlett Berrico, vraiment, quand je vous dis que c'est une star aujourd'hui, toutes les initiatives BL, Boys Love les plus récentes, les plus remarquées, remarquables, elles ont vraiment été liées à Scarlett Berrico. Donc il y a d'une part Nagahama To Be or Not To Be, donc son manga qui est sorti simultanément au Japon et dans 10 autres pays. Donc ça, c'est déjà énorme, ça ne s'était jamais fait, une sortie simultanée d'une version papier d'un Boys Love comme ça. Et là, Redeem, donc c'est le premier webtoon d'une mangaka de l'ampleur de Scarlett Berrico. Donc c'est quand même pas rien. Et là aussi, en plus, on a ce qu'on appelle un simultrad. Donc c'est-à-dire que c'est traduit, c'est publié simultanément au Japon, en Corée et en France. Donc ça, on a vraiment beaucoup de chance là-dessus. Et en France, on peut le découvrir donc sur Picoma. Je vous montrais tout à l'heure les photocards que vous pouvez vous procurer grâce au crowdfunding de Webtoon Actu. Je vous remets le lien sur le chat. Vous prenez le pack Boys Love et vous avez droit à une de ces deux photocards, et même peut-être suivant les stocks, suivant le nombre de personnes qui prennent le pack Boys Love, on pourra même peut-être vous envoyer les deux. Donc voilà, n'hésitez pas à aller prendre votre petit pack dès maintenant sur le site du crowdfunding. Et donc je vous disais, c'est grâce à Picoma qu'on a droit à Redeem en France. Et donc je vous avais parlé déjà de Redeem. Redeem qui est l'histoire donc de ce couple-là, donc, qui est composé d'un vétérinaire de 38 ans, qui est composé d'un beaucoup plus jeune, hein, il a 20 ans, je préfère préciser ça. La relation est effectivement une relation où la différence d'âge est très importante entre les deux protagonistes. Je sais que ça dérange certaines personnes. Et donc, en fait, la première scène, c'est ce couple-là qui se balade dans la rue, une scène de vie quotidienne, et là, bim, notre vétérinaire se fait renverser par une voiture, ce qui paraît être a priori un accident, hein, voilà, en tout cas dans ce premier chapitre. Et donc la particularité, c'est que le jeune de 20 ans, il va se réveiller en fait dans le passé. Donc il va se réveiller 10 ans plus tôt, donc ce qui fait qu'il va se réveiller à l'âge lui-même de 10 ans. Et donc voilà, donc là on a le même personnage à 20 ans et à 10 ans. Sauf qu'il va se réveiller dans le corps de ses 10 ans, mais il a encore l'esprit de ses 20 ans. Donc du coup, lui, il se souvient de ce qui s'est passé, il se souvient que son chéri s'est fait renverser par une voiture, et donc son premier réflexe, c'est d'aller courir le voir pour savoir s'il est vivant, enfin voilà, prendre de ses nouvelles. Et donc c'est là qu'il va vraiment comprendre que, bah oui, en fait, tout le monde qui est autour de lui, c'est le monde d'il y a 10 ans. Et donc, le vétérinaire, lui, par contre, il n'a pas sa mémoire de ses 37-38 ans. Et donc, il ne sait pas qui est ce gosse qui se présente là, dans son cabinet vétérinaire, qui a l'air tout affolé, qui connaît son nom, qui lui affirme que plus tard ils vont être en couple, alors que, je le rappelle, il a 10 ans, donc bon, c'est quand même un petit peu perturbant comme annonce. Et donc voilà, c'est cette espèce d'enquête où on va petit à petit découvrir quelle est la vie de ce vétérinaire. On va découvrir qu'il a des liens avec des affaires pas forcément très nettes, etc. Enfin voilà, on va découvrir un petit peu tout cet univers-là. On va découvrir aussi le frère du plus jeune. Enfin, vous connaissez Scarlett Berrico, elle construit son récit petit à petit. Et donc déjà, en ayant lu les premiers épisodes
j'étais vraiment au taquet et je vous avais déjà dit qu'il fallait absolument aller découvrir Redeem sur Picoma. Et là, maintenant qu'on a 23 ou 24 épisodes, je crois, qui sont sortis, je suis à jour parce que alors tous les vendredis soirs, c'est mon rendez-vous. Euh, et donc je suis à jour sur ces 23-24 épisodes et j'aime toujours autant. On en sait beaucoup plus sur les personnages à présent. Euh, et voilà, c'est Scarlett Berrico et elle sait construire des histoires absolument captivantes et qui ont plein de ramifications, qui ont beaucoup de suspense. On s'attache énormément aux personnages. Enfin voilà, toutes les qualités que vous connaissez de Scarlett Berrico, on les retrouve dans Redeem en webtoon. Et alors en plus, bah, qui dit webtoon, bon, à part pour Love is in Illusion dont on a parlé tout à l'heure, mais qui dit webtoon habituellement dit couleur. Et alors, les dessins de Scarlett Berrico en couleur, 100% en couleur, une histoire de Scarlett Berrico 100% en couleur, c'est juste un régal absolu. Enfin, on sait que son dessin est absolument superbe. Et alors là, tout en couleur, mais c'est juste génial. Et alors, dernier argument pour vous convaincre d'aller lire Redeem, je vais peut-être vous trouver le lien, hop, pour aller lire... non, c'est pas ça. Redeem, tac. Donc le dernier argument pour aller lire Redeem, bah, c'est que c'est gratuit. Voilà, c'est assez étonnant, hein, mais en fait, vous pouvez lire gratuitement Redeem sur Picoma grâce au système de prêt à lire. Donc, à part les 3 épisodes les plus récents, mais du coup, ça se met à jour chaque semaine. À chaque semaine, il y a un nouvel épisode qui est disponible en prêt à lire. Donc, à part les 3 épisodes les plus récents, vous pouvez tout lire en prêt à lire, c'est-à-dire que toutes les 23 heures, vous avez accès à un nouvel épisode de manière totalement gratuite. Donc, vous pouvez lire Redeem sans dépenser un seul coin sur le site. Je suis totalement fan de son dessin, mais on est d'accord, c'est absolument superbe. Je suis pas fan des histoires de retour dans le temps, je l'ai mis dans ma palle, je lirai le début pour voir, mais je pense pas que ce sera mon truc. Même ces mangas, je crois pas en avoir lu d'elle pour l'instant. Euh, Là, vraiment, l'histoire est ultra prenante. Vraiment, si tu lis les 5-6 premiers épisodes, je pense que tu auras envie de continuer. D'ailleurs, il faut suivre Scarlett Berrico sur Insta, elle y poste des dessins bonus incroyables, on est d'accord. Surtout si vous avez aimé Nagahama To Be or Not To Be, il y a des illustrations des 2 personnages en couleur qui sont absolument incroyables. Pépite nous dit la mafia du yaoi. Et Léonie qui nous dit j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans avec le côté différence d'âge, c'était perturbant, mais après quelques chapitres, j'ai complètement été happé. Ben voilà, qu'est-ce que je disais. Exactement, c'est exactement ce type de réaction. Pour le moment, j'aime bien, mais j'ai un peu de mal avec la relation entre les 2 protagonistes. Alors, ben, en fait, ce qui est... donc, je l'ai dit, hein, ce qui est particulier, c'est que c'est un boys love. Alors, il n'y a absolument rien, rien, rien. Il n'y a pas de relation physique, évidemment, entre les deux épisodes, entre les 2 protagonistes. Pas du tout les 2 épisodes. Mais du coup, effectivement, dans le passé, lui, il a 27 ans, si je dis pas de bêtises, et lui, il a 10 ans. Donc, mais sauf qu'il a 10 ans avec l'esprit de ses 20 ans. Donc bah, pour lui, quand il voit le vétérinaire, bah, c'est son chéri, c'est son amour de toujours, etc. Mais vraiment, il n'y a absolument rien de condamnable dans leur relation. Mais je comprends que l'image soit un petit peu perturbante. Même si, encore une fois, il n'y a vraiment aucun contact physique entre les deux. Je piétine sur l'épisode 21 car je n'ai pas de coin et je me force à patienter, mais c'est dur. Ah ouais, ben oui. Les cliffhangers à chaque fin d'épisode sont quand même assez exceptionnels. Et si l'épisode 21 est celui auquel je pense, en plus, c'est vraiment un des cliffhangers les plus fous. Donc voilà, Redeem avec ces 2 superbes photocards exclusives à la France grâce au crowdfunding de Webtoon Actu. C'est disponible sur Picoma, je vous ai mis le lien
Vraiment, mettez-le dans votre pile à lire, lisez quelques épisodes. Alors moi j'étais comme, je sais plus qui disait ça, je crois que c'était Éléonie. Quand c'est sorti, je sais plus combien il y avait d'épisodes, il y avait peut-être les 10 premiers épisodes. Et quand c'est sorti, le premier vendredi soir, je me suis dit, allez, je lis quelques épisodes parce que c'est Scarlett Berico et je lirai le reste plus tard. Et bien, je me suis retrouvé à lire les 10 épisodes d'affilée et à me coucher très tard du coup, parce que du coup ça faisait pas mal d'épisodes. Donc voilà. L'histoire est très prenante, donc je continue car j'adore l'histoire et le dessin aussi, mais on est d'accord. Et Léonie qui dit, mais si tu achètes, ça te donnerait que 3 épisodes supplémentaires et tu devras à nouveau attendre. Bah oui, moi c'est pareil, hein. J'ai beau être à jour, donc payer les épisodes avec des coins, bah, je dois quand même attendre chaque semaine l'épisode suivant. Mais c'est vrai que je suis un peu plus avancé dans l'histoire. Je sais plus de choses que vous. Et il y a vraiment des choses très très intéressantes là dans les derniers épisodes, notamment celui pas d'hier, de vendredi d'il y a 2 jours. Voilà, je dis ça, je dis rien. On va faire une petite pause, entre guillemets, mais pas vraiment non plus, mais en tout cas pour voir les suites de séries. Donc là, je vais passer un petit peu plus vite, étant donné que ce ne sont pas des nouveautés. On va commencer avec Taifu. Taifu qui a sorti le tome 2 de Kabukicho Bad Trip. Donc un manga qui est vraiment très très porté sur le sadomasochisme. Donc avec un des deux personnages qui peut lire dans les pensées quand il croise le regard des personnes. Et donc il va, en croisant l'autre personnage qui lui est mannequin, il va donc pouvoir voir tous ses fantasmes SM. Et donc c'est comme ça qu'il va pouvoir l'aborder et savoir comment le séduire. Voilà, c'est très mignon et très sexy à la fois, plutôt drôle. Donc j'ai bien aimé. C'est pas pour moi un coup de cœur absolu. J'avais beaucoup entendu parler de cette série. Je sais qu'elle était très attendue en France. Et donc c'est vrai que peut-être que à cause de ça, je m'étais fait des attentes peut-être un petit peu trop élevées. Donc ça reste une très très bonne lecture, hein, honnêtement. Voilà, je la recommande. Mais c'est vrai que je m'attendais à quelque chose d'exceptionnel. Pour moi, à part le côté un peu SM, mais qui est quand même assez gentillé, par rapport à Caligula's Love par exemple, qui est sorti au mois d'avril et dont je vous parlerai du coup au prochain stream. Euh, voilà, j'ai trouvé que c'était quelque chose d'assez classique finalement. Donc voilà, mais très bon second tome qui est vraiment dans la lignée du premier, comme je disais, à la fois mignon, drôle, sexy. Ça se lit très très bien. Là, il faut que vous lisiez le Lullaby of the Dawn. Il n'en est pas possible autrement, en fait, les amis. Il faut absolument le lire dans le tome 3. Il y a un cliffhanger un retournement de situation plutôt par un cliffhanger de malade, vraiment qui change absolument toute l'histoire. Donc c'est une histoire fantastique, avec malgré tout évidemment une relation entre les deux personnages principaux, un chaman et un villageois qui a priori a le pouvoir peut-être de guérir le chaman qui lui est comment dire, contaminé par les espèces de monstres qui apparaissent la nuit dans l'océan et qu'il doit combattre pour sauver. Ouf, ah, je me suis fait une petite crampe. Pour sauver les villageois. Donc vraiment, le Lullaby of the Dawn, au-delà d'être un très bon boys love, c'est juste déjà une très bonne série en fait, une très bonne série fantastique avec un univers absolument incroyable. Donc lisez-le. Bonne nuit la mafia du yaoi, merci beaucoup d'être passé, c'est absolument adorable, ça m'a fait très 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 plaisir. Et enfin, la dernière suite chez Taifu, c'était Sanctify, le tome 3, le dernier tome de du coup cette série à la fois enquête, fantastique, presque horrifique par moment, puisqu'on va être sur des exorcismes, des meurtres, etc. Et ce tome 3, je l'ai
adoré. Les 2 premiers tomes sont quand même assez mystérieux, même si dans le tome 2 on commençait à avoir des réponses, etc. Là, le tome 3, c'est vraiment le final que j'attendais, où on a toutes les réponses, où on comprend beaucoup mieux tout ce qui s'est passé avant, tous les tenants, tous les aboutissants. C'est génial, c'est absolument superbe. Alors, je peux pas trop vous montrer de planche du tome 3 parce que c'est vraiment le final et donc et voilà, il se passe des choses absolument incroyables, mais voilà, ça par exemple, ça spoil pas. Vous voyez, on est vraiment sur des dessins assez extraordinaires et ce côté horrifique, là, il ressort beaucoup sur cette page. Enfin, pour moi, c'est vraiment incroyable. Là aussi, comme pour le Lullaby of the Dawn, au-delà du côté boys love qui est quand même pas hyper présent, même si il y a plein de choses qui font que c'est clairement un boys love. Ça reste avant tout un manga fantastique, un manga d'enquête, un manga, comme je disais, un petit presque d'horreur, avec thriller, en tout cas, ça c'est certain, et avec un final qui m'a, moi, totalement satisfait. Alors, globalement, en fait, c'est tout public. Il y a juste, en fait, en général, les scènes bonus, les scènes extra, qui, elles, en plus, vont être non censurées. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est globalement tout public. Si vous lisez pas les chapitres bonus, les chapitres extra, qui sont pas indispensables en soi au récit. Donc vous pouvez le lire sans les scènes non censurées, etc. Alors, quand je dis horreur et Laura, c'est par exemple voilà, le genre de page que je montrais. Alors ça c'est un spoil, donc je peux pas le montrer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a du sang, il y a quand même de l'exorcisme. Enfin voilà, il y a ce genre. Je veux pas les montrer trop longtemps, les planches, pour pas choquer les personnes qui pourraient l'être. Mais voilà, il y a quand même du sang, il y a de l'exorcisme, des pratiques sectaires, ce genre de choses. Et pour vous montrer à quel point les dessins sont magnifiques, regardez cette ex-libris du tome 3, absolument superbe. Voilà, vraiment pour moi, c'est une série que j'ai adorée et que j'aurais aucun mal à recommander dans le futur pour les personnes qui aiment ce genre d'univers à la Indies Worlds, ce genre de choses. Ensuite, pour continuer avec le Boys Love, alors là, du Boys Love très très chaud. C'est dans le titre, hein, ça s'appelle Pervers en devenir. C'est un webtoon qui est publié chez Camondo, que moi j'avais lu en intégralité. Il est pas si long que ça, il fait une quarantaine, peut-être 50 épisodes. Je l'avais lu sur Dailytoon à l'époque. Pervers en devenir, moi j'adore, à la fois pour le côté sexy, mais aussi pour le côté très psychologique avec ce personnage-là qui utilise, on va dire, le sexe un peu comme de l'autodestruction quelque part. Donc il y a vraiment tout un côté psychologique qui est vraiment intéressant dans Pervers en devenir, tout en offrant des scènes sexy très réussies. Donc voilà, il y a un peu ce mix des deux dans Pervers en devenir. Donc si vous aimez les histoires sexy mais qui ont en même temps un fond intéressant et un vrai scénario avec des personnages très bien développés, c'est une série qui va parfaitement vous convenir. On sort du Boys Love un petit peu avec des sorties de Nobinobi et Pika. Juste avant, je vois qu'il y a des commentaires sur Pervers en devenir. J'avais eu un peu de mal avec le tome 1, mais j'ai plus apprécié le tome 2 que je trouve moins brouillon. C'est vrai qu'en plus, l'histoire se construit petit à petit, c'est-à-dire que tome 1, on ne comprend pas encore beaucoup les personnages. Tome 2, on a quand même des réponses et des informations qui nous aident à mieux les comprendre. Je l'avais lu sur les zines à l'époque et j'ai repris sur Dailytoon, nous dit Delirium Bear. Chez Nobinobi, pas du tout Boys Love, mais alors absolument adorable. On a les 4 frères Yuzuki. Donc on va suivre une fratrie qui a perdu ses parents. Et donc c'est l'aîné des 4 frères qui va s'occuper de ses autres frères. C'est absolument
mignon au possible. Et à chaque fois, on va un petit peu plus suivre un frère qu'un autre. Et là, c'est assez intéressant puisqu'on va suivre plutôt un ado qui est très ami avec une fille. Et donc ça interroge la notion d'amitié garçon-fille. C'est-à-dire que tout le monde autour d'eux bah, voit un garçon et une fille tout le temps fourrés ensemble, etc. Et donc ils vont forcément présumer qu'ils sont en couple, qu'ils sont amoureux, etc. Ce qui est en fait pas forcément le cas. Et donc ça interroge tout ça et c'est vraiment hyper intéressant, hyper touchant. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, un titre très perturbant, forcément, puisque c'est par l'auteur des Liens du sang. Si vous avez lu Les Liens du sang, vous savez que Shuzo Oshimi, ses récits sont quand même assez hard. Voilà, il faut dire les choses. Et c'est le cas de Welcome Back Alice, où on va avoir un triangle amoureux qui a commencé au collège entre deux garçons et une fille. Et en fait, après une séparation, donc il y a un d'eux qui a quitté la ville, donc ils ne se sont pas vus pendant plusieurs années, ils vont se retrouver au lycée, sauf que celui qui était un garçon ne souhaite plus être un garçon une fois arrivé au lycée. Donc c'est ce personnage-là et ça va créer plein de soucis entre les trois personnages avec voilà, des relations très tordues, il va y avoir un petit peu de manipulation, je préfère prévenir, mais moi j'adore, c'est vraiment très bien fait, c'est très intelligent, en plus ça résonne énormément avec ce que vit l'auteur, puisque lui-même il dit qu'il a beaucoup de mal à se considérer comme un homme par rapport à ce que la société attend d'un homme. Donc du coup, beaucoup de réflexions très intéressantes sur la notion de genre. Et les suites de Anna, alors que Elora nous quittait, on lui fait un coucou et on lui souhaite une bonne soirée. Je pense revenir sur tes streams, mais merci beaucoup. J'espère t'y revoir avec grand plaisir. Donc du côté de Anna, là je vais vous parler des suites et ensuite je vais vous parler des nouveautés donc, du mois de mars. Donc on a le tome 2 de Happy of the End de Ogeretsu Tanaka qui est sorti. Ogeretsu Tanaka c'est juste une de mes mangaka préférées ever. J'aime tout ce qu'elle a fait. Je trouve ça toujours très intelligent, très bien construit, très bien dessiné aussi. Et c'est le cas avec Happy of the End où on est vraiment sur deux âmes un peu paumés, qui n'ont pas eu de chance dans la vie, qui ont un passé vraiment compliqué, vraiment douloureux. Et ce tome 2 va nous montrer, alors qu'il commence de manière plutôt quand même positive, optimiste, ça y est, il commence à vraiment être en couple et à pouvoir vivre comme un couple. Mais malheureusement, le passé va les rattraper à la fin du tome. Et donc, tome 3, voilà, on attend déjà le tome 3 avec impatience, qui a une couverture absolument sublime, comme toutes les couvertures d'ailleurs de Happy of the End, qui sont incroyables. Voilà, c'est un récit très touchant, très réussi, comme tous les Ogeretsu Tanaka. Voilà, Roby, Kaos et Fanny, d'accord avec moi, j'aime beaucoup ces histoires à chaque fois. Ça avance un peu, mais pas tant que ça. Donc le troisième tome se fait attendre, mais exactement. C'est-à-dire que là, on a une bonne partie du tome 2 où on nous fait croire que bah, ça y est, les beaux jours sont là, ils vont pouvoir vivre de manière heureuse, etc. Et ben non, la réalité les rattrape. Ensuite, une masterclass absolue pour toute personne qui aime les récits vraiment dramatiques et notamment les drames familiaux. La cage de la menthe religieuse, c'est à lire absolument. C'est du génie. Là aussi, j'adore l'autrice psychédélico qui fait que des récits vraiment très tordus, très horribles psychologiquement, etc. Donc il faut aimer ce genre de récits. C'est mon cas. Et pour moi, psychédélico, c'est absolument une génie pour ce genre de récit. Et le cinquième tome de La cage de la menthe religieuse, c'est le dernier tome et il m'a totalement convaincu. C'est une fin tout à fait logique par rapport à tout ce qui s'est passé tout au long de la série et donc j'ai été vraiment satisfait de cette fin et ça fait que je continue plus que jamais à recommander cette série si vous aimez vraiment les drames psychologiques, les drames familiaux.
c'est absolument génial, il y a des rebondissements à tous les tomes, parfois des rebondissements très inattendus, des choses horribles, hein, je préfère le dire. Voilà, c'est pas feel good du tout, c'est pas fait pour ça. C'est vraiment fait pour dépeindre des relations malsaines, des drames familiaux vraiment terribles, mais c'est très réussi dans ce sens-là. Et enfin, alors, vous allez me dire, mais tu nous as dit que tu nous parlais des suites, et qu'ensuite tu nous parlais des nouveautés. Là, c'est un tome 1, donc on pourrait croire que c'est une nouveauté. Eh ben non, pas du tout. Comment lier nos destins? Ça a beau être un tome 1, c'est en fait une suite. C'est la suite de comment réaliser nos destins, qui elle-même est une suite de comment défier le destin. Voilà, c'est un petit peu compliqué à suivre. Heureusement, il y a quand même un petit mémo sur le rabat de la jaquette. Mais en tout cas, c'est la suite de ce couple-là. Donc lui, enfin, il y en a un des deux, je sais même plus lequel, je les reconnais pas. Il y en a un des deux qui a la possibilité de couper les fils rouges du destin qui sont censés lier amoureusement deux personnes. Euh, et du fait de cette capacité, lui-même ne peut être lié à personne. Mais il va tomber amoureux de l'autre, et donc les deux, voilà, c'est pas ce qui me semblait, je voulais pas dire de bêtises, mais donc c'est lui qui coupe le fil rouge, et donc lui il va tomber amoureux de lui, c'est réciproque, sauf qu'ils ne sont pas du coup liés par un fil rouge, et donc ça va apporter des thématiques assez intéressantes. C'est le tome 1, mais en fait c'est la suite d'un autre, donc en fait c'est le tome 3, mais donc c'est le quatrième. C'est clair, non? Faut que je m'achète toute cette série autour des fils du destin, ça me tente vraiment depuis un moment. Alors moi alors le fil du destin, le tout premier, qui n'est pas avec ce couple-là, je l'ai bien aimé, mais sans plus. Mais alors par contre, ce couple-là, je l'adore. Et j'ai adoré à nouveau ce tome-là, qui globalement est plutôt dans du positif, de la vie quotidienne, etc. Sauf à la fin, là aussi, il y a quand même une thématique de coming out qui va les rattraper. Le fait d'être un couple d'hommes, c'est pas anodin dans une société qui va pas forcément accepter l'homosexualité. Et donc il y a cette thématique qui est très très bien abordée à la fin du tome et que j'ai beaucoup aimé. Mais sinon, globalement, on nous montre surtout que c'est des chauds lapins. Voilà, pour être assez clair là-dessus. Ici, c'est vraiment l'épanouissement sexuel des deux, maintenant qu'il y a quand même pas mal de problématiques dans les tomes précédents qui ont été évacuées. Faut que je m'achète toute cette série autour des fils du destin, ça me tente vraiment depuis un moment. Bah, n'hésite pas, Alexandrine, c'est vraiment super. Du coup, avec une petite réserve personnelle, je sais que plein de gens ont adoré le fil du destin, donc tu peux commencer tout à fait par le fil du destin. Personnellement, je préfère l'autre couple. Robicos qui nous dit: j'ai que les tomes 4 et 5 avec l'abonnement et je me suis rendu compte hier que c'était du psyché délico. J'hésitais à prendre les premiers tomes pour lire la série, mais je vais le faire du coup. Mais vraiment, fonce. C'est une série exceptionnelle qui voilà, te triture la tête en permanence. Robicos qui dit: leur relation est plus approfondie que le premier couple par rapport au fil du destin, on est d'accord. Mais j'aime bien le premier, ils sont chouchous aussi. Oui, oui, bien sûr, hein. Moi, vraiment, j'ai dit le fil du destin est bien, mais je préfère largement notre couple. Orni, orni, mignon, re-orni, orni, orni. Tiens, traitons sérieusement le coming out, puis re-orni. C'est un bon résumé de ce tome 1, qui est en réalité le troisième tome qui met en scène ce couple-là. Voilà du coup pour les suites, et on va finir avec donc les nouveautés de chez Anna, et on va commencer avec un Omegaverse, tiens, ça faisait longtemps. Puisqu'il y a un Omegaverse qui est sorti, mais alors un Omegaverse très original qui s'appelle Soleil d'hiver. Pourquoi il est très original, Soleil d'hiver? Parce que ce n'est pas un Omegaverse qui prend place dans un cadre contemporain, ce qui est quand même très souvent le cadre des Omegaverses qui voilà, vont souvent se passer à part Alpha, Oméga, Beta.
ça va se passer dans des mondes qui nous sont très familiers. C'est a priori du 21e siècle. Enfin voilà, c'est quand même des mondes qui sont très proches des nôtres. Là, pas du tout. On va beaucoup plus être, comment expliquer, dans un environnement plutôt plus primaire en fait, vraiment dans des montagnes, avec de la technologie assez peu avancée. Enfin voilà, on va vraiment être sur un environnement assez primitif, entre guillemets, et avec une particularité du coup, parce que ça reste un Omégaverse, mais donc il y a une particularité, c'est que les Omégas dans cet univers-là, ce sont aussi, en tout cas dans le village nous qu'on va suivre, ce sont des élus. Les élus, ils ne sont pas très ravis d'être élus en général, puisque ça signifie qu'ils vont être donnés en offrande aux dieux du soleil qu'on voit ici. Donc ils sont censés devenir les fiancés du dieu du soleil. Euh, bon, il y a plein de rumeurs, on dit que le dieu du soleil c'est quelqu'un d'absolument affreux, etc. Finalement, c'est pas vraiment ça qui se passe quand l'Oméga va finir par rejoindre le dieu du soleil. En réalité, le dieu du soleil, du coup, il est plutôt bienveillant puisqu'il va en fait développer des graines qui vont permettre au village d'avoir des récoltes abondantes, etc. Là où j'ai vraiment beaucoup aimé Soleil d'hiver, c'est que plutôt que de se contenter, comme l'aurait fait beaucoup de récits, de se contenter de se faire rapprocher du coup le dieu du soleil et son fiancé, ici on a une vraie réflexion où en fait l'oméga va apprendre qu'il y a un moyen de faire en sorte que les phéromones d'oméga ne se dégagent pas trop et donc de faire en sorte que les omégas soient beaucoup moins des proies pour les alphas. Et donc il va partir dans cette quête-là, encouragé par le dieu du soleil, pour trouver des plantes, des moyens en fait de faire des espèces de remèdes, donc un peu l'ancêtre des suppresseurs que l'on croise beaucoup dans les omégas. Et donc voilà, cette quête-là m'a vraiment beaucoup intéressé et je trouve que ça apporte une vraie originalité à ce récit-là qui du coup, comme je le disais, se contente pas juste de mettre en scène une relation entre deux hommes, mais vraiment avec ce contexte-là, Omegaverse, qui est important et qui est très original du fait qu'il n'a pas du tout lieu dans un monde contemporain avec de l'Omégaverse relativement, entre guillemets, classique. D'ailleurs, on a Robicos qui nous dit je l'ai beaucoup aimé celui-ci. Et Jenny qui nous dit lu aujourd'hui. Ah bah voilà, quel timing. Il est plutôt sympa. Moi, c'est même au-delà hein, du plutôt sympa, vraiment. C'est un manga que je garde en tête pour le recommander à des personnes qui voudraient des Omégaverse un peu plus originaux, qui voilà, auraient peut-être un peu fait le tour de l'Omégaverse et qui chercheraient des Omégaverse un petit peu différents. Et bien celui-ci, il fait très très bien l'affaire. J'ai aussi beaucoup aimé les dessins qui du coup sont très jolis avec des costumes voilà un peu du coup qui collent avec cet univers un petit peu primitif et voilà vraiment des dessins que j'ai trouvé très très séduisants, très charmants. Il y a aussi pas mal d'humour, mine de rien, avec les personnages, et notamment un personnage secondaire qui est assez rigolo, qui est une espèce d'autre dieu qui est assez rigolo, qu'on voit ici, notamment, voilà, qui est vraiment plutôt amusant. Les scènes de sexe sont très réussies. Voilà, il s'appelle Noé. Merci Jenny, tu es... Ah oui, hein, tu l'as lu aujourd'hui. Donc, tu as les prénoms en tête. Mais bon, moi, même un truc que j'ai lu aujourd'hui, je suis capable d'oublier les prénoms. Ça m'intrigue beaucoup, il va être ajouté à la pile à lire, je le sens. Mais je t'encourage parce que vraiment, comme je l'ai dit, c'est très très original comme Omégaverse. J'avais jamais lu d'Omégaverse qui se passait dans un univers autre que contemporain, ou alors je m'en souviens pas. Mais celui-ci, je vais m'en souvenir parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. On va passer à
tout autre chose. Là, on va être dans un univers pour le coup très contemporain et qui n'est pas un Omégaverse. Ça alors, incroyable. On a parlé quasiment que d'Omégaverse ce soir. Ça s'appelle Notre chemin. Notre chemin de Amamiya, qui est une autrice dont le nom vraiment me dit quelque chose. Je pense que j'ai dû la voir dans des classements, des BL Awards, des choses comme ça. En tout cas, c'est son premier titre qui arrive en France avec Notre chemin. Et ça partait mal pour moi, puisque c'est un récit d'amis d'enfance. Et moi, c'est vrai que bon, ce trope-là d'amis d'enfance, c'est pas forcément le trope que je préfère, on va dire. Euh, mais je sais que je reste ouvert à ce trope-là, puisque je sais qu'on peut avoir aussi des bonnes surprises. Et ça a été le cas de Notre chemin, que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, notamment grâce aux expressions de visage des personnages. Vraiment, les dessins de Amamiya sont vraiment, vraiment très, très beaux et très expressifs. On peut le voir par exemple avec cette illustration de chapitre vraiment absolument adorable. Euh, donc voilà, on va avoir des visages très, très expressifs et qui vont contribuer à donner du dynamisme euh, au récit. Et l'autre point qui a fait que ça m'a vraiment, vraiment emballé, c'est que ça se passe dans un quartier commerçant avec des vraies problématiques qu'on peut rencontrer dans un quartier commerçant avec une vie quotidienne vraiment de quartier commerçant qui est vraiment, vraiment très attachante. Donc du coup, on va avoir des personnages secondaires qui tiennent du coup des commerces et qui vont être très, très attachants. Tout cet environnement-là de quartier commerçant, plus le fait que les personnages soient très expressifs, comme j'ai pu vous le montrer via les dessins. Franchement, j'ai vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup aimé. C'est très, très mignon. Je voyais Jenny qui disait «Oh, trop chou» quand j'ai montré un des dessins à l'intérieur. Ben, clairement, c'est ce qui ressort hein, de ce manga qui est pas des plus originaux, ça reste un récit d'amis d'enfance relativement entre guillemets classique, mais du fait de cet environnement de quartier commerçant, du fait de ces personnages très expressifs, ben, on est totalement embarqué en fait dans l'univers que nous propose Amamiya. Et du coup, je vous recommande très fortement Notre chemin qui est absolument choupi, qui vous donnera le sourire et voilà, qui est vraiment très mignon et qui nous embarque totalement dans son univers. Et donc on a Roby qui disait j'ai beaucoup vu passer des extraits de celui-là sur Insta et j'étais donc très curieuse, j'ai adoré les dessins et l'histoire, mais à la base j'aime ce trope donc bon voilà, vous voyez qu'on aime ce trope des amis d'enfance à la base ou pas, comme moi, eh bien on peut apprécier ce one-shot Notre chemin de Amamiya. Eloni qui disait le scénario m'emballait pas, mais je vais peut-être me laisser tenter dans ce cas. Eh ben, je t'encourage effectivement à le faire parce que moi aussi sur le papier, c'était pas a priori un one shot fait pour moi et finalement je l'ai adoré vraiment. Pas de soucis Jenny, bonne nuit, bonne soirée, bonne nuit à toi et à très bientôt. Alors là, on est sur un vrai gros, gros coup de cœur avec La Bête qui voulait être domptée. Un manga en 2 tomes non, c'est pas comme ça qu'il faut que je les montre. Il se complète comme ça, voilà. De Yuitsu. Alors Yuitsu, c'est déjà une mangaka que j'adore. Vraiment, j'ai aimé tout ce qui a été publié d'elle pour le moment en France. Voilà, et Léonie qui dit ah bah oui, mais déjà c'est Yuitsu Sensei. C'est vrai que ça part avec un a priori positif, puisque la mangaka nous a quand même proposé très souvent des œuvres très qualitatives, avec notamment des dessins absolument incroyables. Et là, c'est à nouveau le cas avec La Bête qui voulait être domptée, qui franchement, je pense à peut-être détrôner Rivers dans mes mangas préférés de Yuitsu.
Il faudra voir avec le temps. Parce que là, je l'ai lu relativement récemment, entre guillemets, par rapport à Rivers. Donc il faudra voir dans le temps, mais j'ai bien l'impression que la bête qui voulait être domptée pourrait être aujourd'hui mon Yuitsu préféré. Donc on va être sur une histoire très mignonne. Donc en fait on a ce personnage-là. Donc vous voyez, j'ai eu beau, je suis vraiment nul avec les prénoms. C'est un coup de cœur et pourtant je me souviens pas de leur prénom. C'est vraiment terrible. Donc on a Junta, mais oui, mon Junta, mon Junta. Junta, donc qui a un look un petit peu de voyou, entre guillemets. Il se balade en moto avec du coup blouson en cuir, etc. Donc du coup, tout le monde le trouve un peu dur à cuire, sauf que lui, en fait, il a qu'une envie un petit peu secrète, c'est qu'on prenne soin de lui, qu'on lui caresse la tête, etc. Et donc, vu qu'il va pas pouvoir assumer ça un petit peu publiquement, entre guillemets, euh, il va faire appel à Arata, qui est un grand frère à louer. Donc voilà, vous pouvez passer du temps avec lui, il n'y a rien de sexuel, c'est juste pour bah voilà, passer du temps avec quelqu'un qui joue un peu le rôle de grand frère. Euh, et donc bah, c'est comme ça qu'ils vont se rencontrer, et les caresses sur la tête vont vite devenir des caresses à d'autres endroits, pour être très concret là-dessus. Donc voilà, la relation entre les deux va démarrer assez vite, mais ça va pas tout de suite être une relation amoureuse, on va dire, puisqu'il y a un petit peu ce truc-là de comment on se situe, parce que finalement, je te paye pour passer du temps avec toi, même s'il n'y a rien de sexuel dans cette transaction. Donc voilà, il y a cette ambiguïté-là à la base, mais qui va vite laisser place à un vrai amour et un vrai couple absolument mignon et très sexy. Voilà, je suis littéralement tombé amoureux de Junta. Il faut absolument que je vous trouve bah, déjà pour voir à quel point les dessins sont magnifiques. Voilà, les petites illustrations couleurs à l'intérieur. Et Junta, c'est juste un mec qui a tellement de classe. Mais regardez-moi ça. Regardez comme il est trop beau. Voilà, peut-être que du coup, ça a ruiné mon objectivité, hein. Je l'exclus pas. Mais bah voilà, juste pour profiter des bouilles absolument adorables de Junta, qui est sexy comme un diable, comme on dit, peut-être plus du tout. Euh, voilà, vraiment, j'ai adoré ce récit-là, qui là aussi n'est pas des plus originaux en termes de pur scénario, même si il est très bien mené par Yuitsu. Mais c'est vrai que bah, sur le principe, donc, on part d'une relation de grand frère alloué pour finir sur une relation charnelle puis amoureuse. Donc c'est un déroulé relativement classique entre guillemets, mais c'est fait par Yuitsu qui le fait extrêmement bien et avec des dessins mais à tomber par terre. Et c'est ce qui fait que ça a été un coup de cœur absolu. Euh, c'est vrai que celui-ci est particulièrement génial, nous dit Eleoni. Pour le coup, il me tentait bof car j'ai moins aimé Reverse et le démon et le serpent, mais très bonne surprise pour celui-ci. Junta et Arata, mes bébés. J'ai vu quelques avis qui m'ont donné envie de les lire, donc c'est dans ma wishlist, excellent. Et Roby qui dit la malédiction des prénoms, t'inquiète Nico, c'est dur pour moi aussi. Merci pour le soutien. D'accord pour la beauté de Junta, mais Arata est aussi du parfait Asbando Material. Écoute, il en faut pour tous les goûts, ça le prouve. Non, mais c'est vrai qu'il est très charmant, Arata, mais Junta, quoi. Junta. Voilà, regardez, non, mais les dessins sont absolument superbes. S'il y a vraiment, pour moi, un Yuitsu à lire, c'est vraiment celui-ci. Non, mais à chaque fois qu'il débarque de sa moto, qu'il enlève son casque, on sent que Yuitsu se régale d'ailleurs avec ces scènes-là, hein, parce qu'à chaque fois on les voit et waouh, c'est absolument superbe. Il faut absolument lire La bête qui voulait être domptée en 2 tomes chez Anna, un récit de Yuitsu. On va reprendre avant les 2 derniers titres une petite pause hydratation.
D'autant que là, on va aborder un manga très particulier. Ça s'appelle Disparaît de ma vue. Il y a pour le moment 2 tomes, mais je crois qu'il y en a déjà 4 au Japon, si je dis pas de bêtises. J'aurais dû vérifier avant, mais je crois que c'est ça. En tout cas, c'est pas fini en 2 tomes, ça c'est certain, parce que vu la fin du tome 2, moi je veux la suite. Donc il y a forcément une suite. Disparaît de ma vue, ça fait partie de ces récits euh, qui nous repoussent autant qu'ils nous attirent. C'est-à-dire que ce qui s'y passe, c'est absolument horrible. C'est-à-dire qu'on a très clairement lui qui est un pervers narcissique absolu, qui correspond vraiment à la définition d'un pervers narcissique. Lui est sous l'emprise de son pervers narcissique. Donc c'est absolument affreux, hein. C'est-à-dire qu'il y a des relations contraintes euh, qui sont montrées comme telles. Il y a des jeux de manipulation, une emprise qui est vraiment, véritablement qui est faite. Donc c'est-à-dire, bah, je vais être sympa avec toi, puis après je vais être très méchant avec toi, voire violent avec toi. Puis finalement, je vais jouer le mec qui va te consoler alors que c'est moi qui suis à l'origine de tes problèmes. Enfin bon, vraiment, on est sur les mécanismes exactement d'une relation avec un pervers narcissique. Mais c'est addictif. C'est un peu un plaisir coupable parce que c'est horrible ce qui s'y passe à l'intérieur, mais c'est tellement bien écrit, tellement bien montré, et vraiment de manière condamnable, hein. Il n'y a pas du tout de romantisation ou quoi que ce soit. Vraiment, c'est montré comme quelque chose de condamnable, comme quelque chose d'horrible. Mais voilà, on a envie de savoir si comment s'appelle-t-il, Riku va rester dans cette relation toxique, dans cette relation d'emprise, ou s'il va réussir à s'en libérer. Et ouais, il y a cet enjeu-là qui fait que on a envie de connaître la suite, et c'est hyper bien écrit et c'est vraiment fait pour nous rendre totalement accro à ce récit, et ça fonctionne à merveille. Je sais qu'il y a des personnes qui le connaissaient avant que ça sorte en France et qui étaient très impatientes du coup que ça sorte chez nous, et je comprends pourquoi maintenant. À la base, j'étais là, ah ouais, bon, je sais pas, Disparaît de ma vue, déjà, le titre, bon, un peu bizarre, ça a l'air quand même un peu malsain et tout, et oui, effectivement, ça l'est, mais c'est très bien écrit, ça fonctionne à 100%. euh, donc je comprends Roby qui dit j'ai pas encore osé le lire, parce qu'effectivement, c'est pas feel good, hein, du tout, du tout, du tout. C'est pas montré comme tel, donc ben, c'est vrai que suivant les sensibilités, je ne le recommanderais pas forcément à tout le monde. Il faut avoir conscience que c'est une relation toxique qui nous est présentée, mais qu'elle nous est présentée comme telle, qu'elle n'est pas du tout romantisée, et que c'est extrêmement bien fait. Donc c'est à double tranchant, c'est extrêmement bien fait, donc c'est addictif si on n'est pas trop sensible à ces thématiques-là au fond de nous, si on n'a par exemple pas vécu ce genre de situation. Bien évidemment, si c'est des choses qui vous trigger, n'allez pas forcément vers ce récit-là. Mais voilà, pour tous les autres, vraiment, c'est une expérience à vivre. Et à la fin des 2 tomes, vous aurez envie de lire le tome 3. Là, j'espère qu'il va très vite sortir en France. Vraiment, je l'attends avec une grande, grande impatience. Et j'ai un peu honte de le dire, vu l'horreur du récit, mais voilà, il faut être honnête, ça rend totalement addict, quoi. Ça fait appel un peu peut-être à ce côté voyeuriste qu'on a un peu toutes et tous en nous. Et on va finir avec un titre dont j'attendais beaucoup, parce que le titre en lui-même du one-shot, le titre français, et la couverture me hypait de ouf. Ça s'appelle Je te donne la moitié de moi. Et je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. J'ai bien aimé ma lecture, mais c'est vrai que ça n'a pas forcément correspondu à toutes les attentes que j'en avais.
Là aussi, on est sur une thématique difficile, puisqu'on va être au lycée où il y a un lycéen qui a un sourire de façade parce qu'en fait sa vie n'est pas du tout joyeuse, puisqu'en fait il va être prostitué par sa propre mère. Donc il va être livré à des clients euh, qui du coup bah, vont abuser de lui, etc. En fait, il y a son camarade qui va découvrir ce sombre secret et qui va fuguer avec lui. Bon, la fugue va pas durer très longtemps, hein, c'est des lycéens, ils n'ont pas les moyens de vivre de manière indépendante très longtemps, pas sans se faire remarquer, puisqu'il y a du coup un avis de recherche qui va être lancé, etc. Donc la fuite va finalement couper court. Et moi en fait je pensais en plus que globalement, tout le one-shot se focalisait sur cette fugue. Mais en fait, il est un peu en deux temps, ce one-shot. C'est-à-dire qu'on va avoir effectivement cette fugue, mais on va avoir une grosse ellipse temporelle qui va faire qu'on va les retrouver plusieurs années après. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça un peu frustrant de les quitter, sachant que la situation n'était pas vraiment résolue, etc. J'ai trouvé ça un petit peu étrange, en fait, au premier abord. Donc voilà, ce découpage comme ça en deux temps, j'y ai pas forcément totalement adhéré. Je pense que c'était pas la meilleure façon de raconter ce récit, qui est au demeurant extrêmement touchante bien évidemment du fait de la thématique. Mais voilà, j'ai pas été 100% convaincu. Ça reste un one-shot que je recommande parce qu'il est beau, même s'il y a des horreurs dedans, évidemment, l'idée c'est de trouver la lumière dans toute cette ombre. C'est effectivement ce qui se passe. Mais c'est vrai que ça avait un potentiel qui faisait que j'avais de grosses attentes et que c'est peut-être à cause de ça que j'ai été en partie, entre guillemets, déçu. Robbie Kinney, je ne l'ai pas encore lu, mais au moins je suis prévenu car les ellipses temporelles comme ça, je ne suis pas fan. Voilà, moi aussi, je trouve que alors, parfois c'est très bien fait, c'est-à-dire que parfois ça fonctionne très bien, hein, les ellipses temporelles, il n'y a, pas de règle absolue. Ça peut bien fonctionner dans certains cas. Ici, je trouve que ça fonctionne pas, c'est-à-dire qu'on a l'ellipse temporelle à un moment où il n'y a pas de résolution en fait du problème. Et du coup, ça occulte quand même plusieurs années de souffrance pour le personnage qui du coup sont un peu effacés. C'est un peu bizarre. Et donc Iléonie, pareil, qui dit j'ai trouvé la première partie géniale, mais la seconde un peu bizarrement arrivée, mais ça reste très touchant. Bah, je souscris totalement à ça et ça résume très très bien mon ressenti également. C'est-à-dire que toute la partie fugue est vraiment très touchante et on a cette innocence un peu de l'adolescence où on a l'impression qu'ils vont pouvoir conquérir le monde et échapper à la réalité. Et ça, c'est très beau et c'est très bien mis en scène, comme on peut le voir avec la couverture. Et les dessins sont globalement très beaux aussi à l'intérieur. Euh, donc voilà, on le voit avec ce petit coucher de soleil, ou lever de soleil d'ailleurs, je crois. Euh, c'est très beau, mais ensuite il y a cette ellipse temporelle qui, pour moi, n'était pas le meilleur choix narratif à faire pour cette histoire. Ça n'en reste pas moins, comme le dit Léonie, un récit assez touchant que donc je peux recommander. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de sorties, notamment chez Anna, qu'il faut prioriser. Et pour moi, c'est pas forcément quelque chose, le one shot à prioriser s'il y a vraiment un choix à faire entre les différents titres.